Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire consacré à la rentrée étudiante et organisé conjointement par l'ADIL, la CEPAM et la CAF de la Haute-Garonne. Tout au long de ce webinaire, des personnes se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions sur le chat. Ils sont là, ils attendent vos questions. Il y en a certaines qui ont été posées avant le début du webinaire. Alors, nous allons démarrer ce webinaire avec Fabienne. Bonjour Fabienne. Bonjour Christophe. Fabienne, elle est de l'ADIL, l'association départementale d'information sur le logement. Alors, première question, à quoi doit-on faire attention quand on recherche un logement? Tout simplement. Alors, la recherche de logement, ça passe souvent par une annonce, que ce soit sur Le Bon Coin ou dans une agence immobilière. Donc, la première chose, c'est de regarder le contenu de l'annonce. Il y a des mentions qui sont obligatoires, la surface, les charges, l'étiquette énergétique. Autre part, il y a aussi également les annonces des, les vendeurs de liste Ah auxquels il oui, faut les faire, vendeurs de voilà, les liste. vendeurs de liste Les auxquels il faut faire célèbres vendeurs attention. de liste. Il faut faire attention un peu, non? Voilà. Alors, les vendeurs de liste, en fait, ce sont des professionnels, mais vous payez un abonnement pour consulter un fichier et vous n'avez aucune garantie. Sur les annonces, faites attention également à l'annonce qui est trop alléchante avec les super photos et un prix en dessous du marché. Généralement, ça présage rien de bon. Ça sent l'arnaque. Ça sent l'arnaque tout à fait. Veillez surtout à ne jamais verser des sommes, c'est-à-dire tant que le bail n'est pas signé, vous ne devez signer, vous ne devez verser aucune somme. Faites attention aussi, on a tendance à vouloir prendre le logement à distance. Les vidéos aussi, c'est pas, ça reflète pas toujours la consistance du logement. Ok. Alors, admettons, je suis intéressé par un logement. Mais quelles sont les prochaines étapes ensuite? Alors, la première chose, je serais tentée de dire, c'est d'abord de bien préparer son dossier. Vous avez une plateforme de l'État qui s'appelle Dossier Facile. Dossier Facile vous permet d'envoyer tous vos documents et qui sont contrôlés par les services de l'État et ils y apposent un filigrane. À partir de là, votre dossier est prêt. Vérifiez aussi par rapport à la caution, puisque les parents se portent garant. Et dans quel cas ça donnera lieu à un acte à part. Mais si les parents ne peuvent pas se porter garant, sachez qu'il existe la garantie visale, qui est une garantie gratuite pour le bailleur, qui garantit les obligations du locataire. Voilà, c'est 36 mois de loyer au titre d'impayé et 2 mois au titre de la dégradation. D'accord. Ok. Et voilà, donc déjà, préparez bien votre dossier de manière à ce que quand vous allez rencontrer le professionnel, que déjà, parce que vous êtes souvent quand même nombreux, donc que le dossier déjà soit prêt pour visiter le logement. Alors, une location, c'est un loyer, le paiement d'un loyer, mais il y a d'autres coûts associés à cette location. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Alors effectivement, il y a le montant du loyer. Alors Toulouse n'est pas en zone d'encadrement, donc c'est pas un prix au mètre carré qui est fixé. Mais il faudra regarder les charges. Sur les charges, vous verrez dans les annonces charges au forfait ou charges au réel. La provision sur charge, ben, c'est un système de provision. Faites attention quand même quand elle est sous-évaluée, parce que ça arrive assez fréquemment. Cette provision va donner lieu à une régularisation. Pensez à bien demander la régularisation parce que effectivement, le propriétaire dispose d'une prescription de 3 ans qui lui permet, au bout de 3 ans, de faire une régularisation. Donc, si on ne vous demande rien, ne pensez pas que vous devez rien, pensez à demander tous les ans votre D'habitude, régularisation. la régularisation est annuelle, c'est ça? Elle est au annuelle avec des justificatifs à vous joindre. D'accord. Il y a d'autres coûts? Après, il y aura le système des forfaits quand vous êtes en meublé ou en colocation. Il y aura le coût de l'assurance, puisque l'assurance habitation est obligatoire, et vous devrez payer, vous aurez aussi un dépôt de garantie à donner, puisque en location vide, le dépôt de garantie est d'une valeur de 1 mois de loyer hors charge. En location meublée, on vous demandera 2 mois de loyer hors charge. Ok. Euh, alors, la location du logement, elle repose sur un document, je pense. Enfin, je crois, même j'en suis sûr. Mais le bailleur doit fournir des informations sur le logement. Tout à fait. Donc effectivement, le contrat, lui, il répond à une obligation du contrat type avec toutes les mentions obligatoires, mais à ce contrat de location, il devra annexer
une notice d'information qui présente les obligations des 2 parties et il y aura ce qu'on appelle le dossier technique. Dans ce dossier technique, vous aurez, le DPE qui est un élément important, Qu'est-ce que ça veut dire, DPE? diagnostic de performance énergétique. Merci, Ce Fabien. diagnostic de performance énergétique, d'une part, va assurer si le logement est décent, puisque les étiquettes G aujourd'hui ne sont plus considérées comme des logements décents et ne doivent plus être mis à la location, mais aussi la consommation à venir de l'énergie et de votre chauffage sur la saison. Il y aura tout ce qui va toucher au plan en fonction de la date de construction, c'est-à-dire que le plan, c'est pour les logements construits avant 1949, s'il y a présence d'amiante, les risques naturels et technologiques et si vous êtes dans une zone de bruit. OK, donc il y a quand même, un bon nombre de documents que le propriétaire doit fournir Tout à lors fait. de la location. OK. Il y a aussi l'état des lieux, qui est, Alors, une étape un peu, fatidique, on va dire, en tout cas incontournable, quoi qu'il en soit, lorsqu'on loue le logement, à l'entrée dans le logement. Comment on le complète cet état des lieux? Alors d'abord, avant de le compléter, il faut déjà l'établir et l'établir de façon précise, de ne pas hésiter à tout tester, à tout regarder, parce qu'il faut se dire que l'état des lieux d'entrée, c'est ce qui va conditionner la restitution de votre dépôt de garantie. S'il est succinct, s'il n'est pas suffisamment précis, eh bien, à la sortie, vous ne pourrez pas prouver dans quel état on vous a délivré le logement. À souligner également que dans le cadre du meublé, on va vous joindre un inventaire du mobilier, mais rarement on appose l'état dans lequel le mobilier vous a été délivré. Sachez qu'il n'y a pas de grille de vétusté du mobilier et que donc il est important de bien noter dans quel état le mobilier est. Et les litiges portent souvent notamment sur les matelas, donc bien regarder recto verso, les plaques vitrocéramiques, où après à la sortie, on va vous dire qu'il est rayé, qu'il y a des traces. Voilà. Donc l'état des lieux, c'est un document important qu'il faut prendre vraiment au sérieux et vraiment le détailler le plus longtemps possible. Et après, vous avez 10 jours pour compléter cet état des lieux s'il y avait des choses que vous n'aviez pas constatées le jour de la remise des clés. D'accord. Vous avez évoqué déjà ces termes des différents types de locations qui existent, mais j'aimerais qu'on aborde cette question. Alors, quels sont les différents types de locations quand on cherche un logement et quand on est étudiant? Alors, effectivement, vous allez avoir le contrat de location vide. Le contrat de location de vide, c'est pour une durée de 3 ans. Le préavis est de 3 mois quand vous voudrez donner congé et ou de 1 mois, pour des motifs bien précis prévus par la loi et notamment quand on est sur Toulouse et certaines communes dites tendues, on peut ramener le préavis, à 1 mois. Ensuite, vous aurez la location meublée. La location meublée, ce sont des contrats de location d'une année ou de 9 mois pour les étudiants. Et le locataire, lui, peut donner congé avec un préavis de 1 mois. À ce contrat sera annexé ce fameux inventaire du mobilier. Et là, il est moins connu celui-ci. Vous avez le bail mobilité. Le bail mobilité est un bail qui est à destination des personnes qui sont là des fois pour un temps limité. Le contrat peut aller de 1 mois à 10 mois. Le contrat n'est pas renouvelable. Les charges sont automatiquement au forfait et il n'y a pas des dépôts de garantie qui doivent vous être demandés. Je voudrais juste faire un petit point sur la colocation, hein, que ce soit en vide ou en meublé. La colocation, ben, c'est un bail qui est soit sous la forme d'un bail unique, soit sous la forme de plusieurs baux. C'est en fait un même logement qui est loué par plusieurs personnes. J'attire votre attention sur la clause de solidarité qui est souvent inscrite dans les contrats. La clause de solidarité, ça veut dire que si un des colocataires ne remplit pas ses obligations, à savoir payer le loyer ou même avoir dégradé le logement, cette obligation sera reportée sur les autres colocataires et vous devrez payer à la place. Vous pouvez aussi rencontrer des locations chez l'habitant. Il peut y avoir des propositions de location chez l'habitant. Donc là, c'est une location meublée, mais ben, vous partagez le logement avec le propriétaire. Veillez à ce que des fois, il y ait un règlement intérieur aussi qui soit précisé, que chacun Pour l'accès connaisse. aux communs notamment? Voilà, tout à fait. Hein, que l'on sache ben, si on peut recevoir du monde, si on peut. Voilà. Parce qu'il faut quand même être conscient qu'on partage le logement avec le propriétaire. Vous aurez également des résidences étudiantes qui peuvent être soit par le Crous
et là c'est sous condition de ressources, ou par des sociétés privées. Ok, on a fait un tour assez exhaustif, je crois. Fabienne, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur l'émission de la DIL, par exemple? Alors, l'ADIL, c'est une équipe de juristes qui vous reçoit dans ses locaux 4 rue Furgol, mais également dans 14 permanences extérieures. C'est un site qui est actualisé en fonction de l'actualité. Actuellement, aujourd'hui, effectivement, tout est axé sur la recherche des logements pour les étudiants et pour les jeunes, puisque c'est la rentrée. Et c'est des conseils par mail et par téléphone. Ok. Merci beaucoup, Fabienne, Merci à vous de m'avoir reçu. de nous avoir répondu. Et puis, si vous voulez donc poser des questions à la ville, Fabienne vous a tout dit par rapport au contact téléphonique et aussi au lieu d'accueil et de permanence. Tout à fait, on Merci est à encore, votre Fabienne. service. Au revoir. Merci. On va passer maintenant à Emmanuel qui va me rejoindre. Emmanuel, qui travaille à la CAF. Et donc, il va pouvoir nous éclairer sur tout ce qui relève de l'aide au logement versée par la CAF. Parce que la CAF, elle est connue pour ça, pour l'aide au logement. Mais d'abord, on va regarder une petite vidéo d'introduction. Bon, on a compris, il faut aller sur le CAF.fr, mais on va en parler plus tard, Emmanuel. En tout cas, merci d'être venu répondre à mes questions. Tout d'abord, une petite question simple. Qu'est-ce que c'est que cette aide au logement? Donc, l'aide au logement est une aide financière qui est versée par la CAF pour aider à payer le loyer ou la redevance d'un logement. Et un étudiant peut-il bénéficier de cette aide au logement, même si ses parents ne sont pas allocataires? Oui, oui, même si ses parents ne sont pas locataires, l'étudiant peut très bien bénéficier d'une aide de logement. Si les parents sont eux-mêmes bénéficiaires de prestations familiales, il faut savoir que la part concernant l'étudiant leur sera supprimée quand il fera sa propre demande d'aide au logement. Donc, il est important pour les parents de faire une simulation et de voir quelle sera donc je les invite à s'orienter vers le CAF.fr pour faire une simulation concernant l'aide au logement de l'enfant et donc voir avec l'organisme, donc la CAF, pour connaître leurs droits potentiels suite au départ de leur enfant. Alors, on va aborder des questions concrètes. Quelles sont les conditions pour bénéficier de l'aide au logement auprès de la CAF? Donc, pour bénéficier de l'aide au logement, l'étudiant doit louer un logement et payer donc un loyer ou une redevance, tout simplement. Il n'y a pas des conditions quand même? Par exemple, Donc, si, effectivement, si dans le logement appartient aux parents ou aux grands-parents, donc il ne faut pas que ce logement donc, appartienne aux parents ou aux grands-parents, et également que les parents soient soumis à l'impôt sur la fortune. Ok, donc oui, il ne faut pas que les parents soient effectivement soumis à cet impôt sur la fortune immobilière, comme il s'appelle maintenant, qui a pris la succession de l'ISF. Une autre question, est-ce qu'on peut avoir droit à l'aide au logement pour n'importe quel logement? Donc, tous les logements sont éligibles donc, à l'aide au logement, à condition qu'ils ne soient pas non décents ou insalubres. Donc, il faut qu'ils répondent à une certaine norme de sécurité. D'accord. Mais par contre, on peut louer un appartement, une chambre ou autre? Bien sûr, on peut louer un appartement ou chambre louée vide ou meublée, seul, en couple ou en colocation, chez un particulier, une agence, une résidence universitaire ou un foyer. Et l'étudiant peut prétendre à l'aide au logement à condition de figurer sur le bail et payer un loyer. D'accord. Et quelle démarche un étudiant doit-il effectuer pour percevoir cette aide au logement? Elle n'est pas versée automatiquement, on est d'accord? Ils doivent évidemment effectuer une demande d'aide au logement sur le CAF.fr dès l'entrée dans le logement, une fois qu'il aura signé son bail. D'accord. Et alors, on a abordé cette question, y compris avec Fabienne de la DIL, la colocation.
Vous pouvez nous rappeler ce qu'est la colocation? Oui, je vais vous donner en quelques mots la définition. Donc, la colocation, c'est quand deux personnes ou plus partagent le même logement et le loyer et qu'il y a un bail solidaire ou un bail par occupant. Et chaque colocataire doit faire sa propre demande d'aide au logement pour percevoir sa part. Il la percevra en fonction de sa propre situation personnelle. Alors, il y a une question un peu particulière, c'est que euh, deux personnes qui sont en couple ne peuvent pas être colocataires. Exactement. Donc, il faut savoir que deux personnes donc, qui résident ensemble, qui vivent ensemble de façon stable et continue, et qui partagent qui partagent des charges matérielles et financières, il y a une seule demande d'aide au logement à faire et un seul versement sera versé au titre du couple. Question un peu particulière et très précise. À partir de quel moment peut-on avoir droit à l'aide au logement? Donc, l'aide au logement est ouverte le mois suivant l'entrée dans les lieux, à condition d'avoir effectué sa demande. Donc, attention, il faut savoir qu'il n'y a pas de rétroactivité possible. Donc, plus rapidement vous faites votre demande d'aide au logement, plus tôt vous pouvez percevoir l'aide. Bien sûr. Sachant qu'il faut quand même que le bail soit signé. Exactement. Ok. Euh, et cette aide au logement, elle est versée à qui? Elle peut être versée à la fois au bailleur ou au locataire du logement. Donc, c'est le bailleur qui choisit. Donc, si l'aide est versée au bailleur, l'étudiant règle la différence, donc l'aide au logement, donc moins son loyer. Et si par contre l'aide au logement est versée directement au locataire, dans ces cas-là, le locataire doit payer l'intégralité du loyer à son bailleur. D'accord. À quelle date, enfin, ou quel moment, on vient d'en parler, mais c'est important de le rappeler, je pense, à quelle date ou quel moment est versée cette aide au logement? Donc, l'aide au logement est versée à terme échu, c'est-à-dire le début du mois suivant. C'est soit le 5 ou le 6 à peu près de Effectivement, du chaque mois. mois. Alors, en l'occurrence, si je loue en début septembre, à partir de début septembre, quel moment va intervenir le premier paiement de la CAF? Donc, on a dit précédemment que le premier mois dans les lieux, on ne versait pas de droits. Donc, il n'y aura pas de droits donc, pour le mois de septembre. Les droits sont ouverts à compter du mois d'octobre pour un versement début novembre. D'accord, autour du 5 ou du 6, si j'ai bien compris. Exactement. J'ai tout compris. De toute façon, les étudiants qui ont fait leur demande de logement peuvent suivre l'état de traitement de leur demande sur le CAF.fr ou sur l'appli mobile, c'est ça? Exactement. Ok. Euh, on a parlé déjà donc, du fait qu'il fallait aller forcément sur le CAF.fr ou sur l'appli mobile pour faire sa demande. Est-ce qu'il y a des pièces à fournir? Non, il n'y a aucune pièce à fournir, hormis celles qui vous seront demandées à la fin de la téléprocédure. Une fois que l'étudiant aura fait en ligne sa demande de logement, en fin de saisie, on va lui demander l'intégralité en fait, des pièces à transmettre à la CAF. Et si, si l'étudiant a déjà un compte CAF, comment ça se passe? Donc, si l'étudiant a déjà un compte, il s'y connecte donc tout simplement pour faire sa demande. Et s'il n'a pas par contre de compte, il doit en fait créer son espace personnel pour pouvoir faire sa propre demande. D'accord. Il le fait avec un numéro particulier? Il le fait muni de son numéro de sécurité sociale. Ah oui, donc désormais, effectivement, le numéro d'identifiant, c'est le numéro de sécurité sociale. Exactement. Ok, très bien. Et moi, en tant que parent, imaginons, j'aimerais bien connaître le montant de l'aide au logement que percevra mon enfant. Et comment je fais? Donc, il vous faut faire une simulation sur le CAF.fr. Donc, n'importe qui peut faire une simulation avant de faire sa demande, que ce soit qu'il soit locataire ou non allocataire. Simplement, il doit sélectionner le thème logement. D'accord, très bien. Euh, alors, on a évoqué effectivement que quasiment tout se faisait en ligne, on va dire ça. Mm. Est-ce qu'il y a des documents quand même à prévoir pour faire cette demande en ligne? Oui, je vais donc vous en faire je vais vous faire un petit listing en fait des pièces qui sont à prévoir. À savoir, donc il faut une adresse mail valide, il faut se munir du contrat de location ou bail ou de l'attestation de résidence au Crous lorsque votre enfant sera logé au titre du Crous. Il faut également connaître les coordonnées du bailleur ainsi que le numéro de SIRET, donc qui est composé de 14 chiffres, s'il s'agit d'un bailleur moral ou d'une agence. Bailleur moral, c'est par exemple une SCI. Exactement. Ok. Et du numéro d'allocataire donc de ses parents, si donc les parents perçoivent l'aide au logement, et également
Donc, l'allocataire, donc l'étudiant, doit avoir son propre relevé d'identité bancaire Oui, pour que pour le il soit versement des versé aides au logement l'aide de logement. éventuels. Ok. Une question aussi qui est importante, est-ce que les revenus des parents sont pris en compte pour le calcul de l'aide au logement? Non, pas du tout. L'aide au logement des étudiants est calculée par rapport au revenu, donc un revenu forfaitaire, Mhm. c'est une base fixée par la loi, quels que soient les revenus personnels de l'étudiant. C'est un forfait étudiant qui est mis en place. D'accord. Alors, on va passer une autre courte vidéo qui est prévue tout de suite, hein. Merci. C'est vraiment du sur-mesure, le montant n'est jamais fixe. Pour la calculer, la CAF aura besoin de connaître ta situation, la composition de ton foyer, savoir si tu es étudiant boursier ou non boursier, évidemment ton appartement, ton lieu de résidence et le montant de ton loyer. Et avec toutes ces infos, la CAF va vraiment pouvoir calculer ton aide au logement. Les ressources de tes parents ne sont pas prises en compte dans le calcul de ton aide. Par contre, s'ils sont allocataires et que tu deviens à ton tour allocataire, cela peut changer leurs droits. Mon conseil, vérifie avec eux ce qui est le plus intéressant entre ton aide au logement et leurs prestations. Couple ou colocation, pour la CAF, c'est évidemment différent. Si tu es en couple, un seul dossier à réaliser qui va prendre des informations sur toi, ta compagne ou ton compagnon. Si tu es en colocation, si tu partages un appartement avec d'autres étudiants, là, chacun doit réaliser son dossier et chacun percevra son aide au logement. Ton aide au logement, elle ne sera effective que le mois qui suit ton emménagement. Donc, pour te donner un exemple, si tu emménages en septembre, ton aide au logement commencera en octobre et le montant sera versé début novembre. Pour la CAF, tu n'es pas considéré comme étudiant, mais tu as tout à fait le droit de faire une demande d'aide au logement. Tu dois la faire le plus rapidement possible dès que tu es emménagé dans ton appartement. Sur caf.fr, tout simplement. On remercie Stéphane de Strasbourg pour nous avoir bien résumé finalement toutes les informations nécessaires concernant cet logement. J'ai quand même d'autres questions à poser à Emmanuel. Alors, un étudiant salarié peut-il quand même percevoir l'aide au logement? Oui, un étudiant, qu'il soit salarié ou non, donc son AL sera calculé, comme je vous l'avais dit précédemment, en fonction d'un montant forfaitaire qui est fixé par la loi. D'accord. Et s'il est en alternance? Aussi, donc pour les alternants, l'aide au logement est calculée donc tous les trimestres par rapport aux revenus des 12 derniers mois. Ok. Imaginons qu'un frère et une sœur veuillent prendre un logement ensemble. Est-ce qu'elles peuvent, enfin ces deux personnes, ce frère et cette sœur peuvent être en colocation? Oui, ils auront chacun droit à leur part d'aide au logement, à condition qu'ils figurent tous les deux sur le bail et qu'ils paient leur part de loyer. Et chacun devra faire sa propre demande d'aide au logement. Ok. Autre question, est-ce qu'un enfant mineur, donc de moins de 18 ans, peut avoir droit à l'aide au logement? L'enfant mineur peut avoir droit à l'aide au logement et la demande doit être faite à son nom personnel et ses parents doivent figurer sur le bail. D'accord. Donc à moins de 18 ans, on peut avoir droit à l'aide au logement. Ça, c'est C'est important de le ça. savoir. Est-ce que vous pouvez, en résumé, nous dire quels sont les points à retenir, Emmanuel? Ouais, donc pour conclure, je vais vous donner en fait l'essentiel avant de se lancer dans une demande d'aide au logement. Tout d'abord, il faut faire une simulation avant de prendre le logement. Ensuite, il faut faire la demande dès qu'on accède donc au logement et après signature du bail. Et donc, vous avez aussi la possibilité de signaler tout changement de situation ou départ sur le CAF.fr, toutes les modifications possibles pour faire évoluer le juste droit au niveau de l'aide au logement sur le CAF.fr. D'accord. Mais si jamais on doit, par exemple, rencontrer, poser une question particulière sur son dossier, etc., donc contacter la CAF et aller voir la CAF, comment on fait? Donc, il y a un lieu spécifique adapté pour les étudiants et les alternants. Il s'agit de l'accueil Welcome Desk qui est situé au 41 allée Jules de Guesle, qui est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 sur rendez-vous uniquement. Ok, donc sur le site welcomedesk.univ-toulouse.fr, c'est ça? C'est ça. Ok, très bien, j'avais l'information. Merci Emmanuel de nous avoir donné toutes ces informations qu'on peut retrouver évidemment sur le CAF.fr.
sur l'aide au logement. Merci Emmanuel. Merci. Stéphane maintenant va me rejoindre. Stéphane, il vient de la CEPAM. Je l'invite à s'asseoir à côté de moi. Et bonjour. Bonjour Stéphane. Bonjour Christophe. De la Caisse primaire d'assurance maladie. C'est exactement ça. Alors on dit souvent la Sécu, mais c'est bien la Caisse primaire d'assurance maladie. Et il va nous parler évidemment de cet univers de l'assurance maladie et du lien entre un étudiant et l'assurance maladie. Que dois-je faire auprès de la CEPAM après, lorsque je fais ma rentrée étudiante? Mais c'est très simple. Et bizarrement, ça va être très simple sur le volet assurance maladie, vu qu'à partir de 18 ans, tout majeur devient autonome et on créera son propre, enfin, sera rattaché à son propre numéro de sécu. D'accord. Pour le faire très simplement, à la naissance, l'enfant est rattaché sur le numéro de sécurité sociale des parents et à partir de 18 ans, son autonomisation sous son propre numéro de sécu est totalement automatique. Il y aura quand même quelques bons réflexes à adopter. Créer son compte Amélie pour pouvoir poser des questions à l'assurance maladie, télécharger des documents, réaliser des demandes, prendre rendez-vous. J'en passe les meilleurs. Il sera un peu plus autonome grâce à son compte Amélie. Il faudra, en deuxième bon réflexe, mettre à jour sa carte vitale, vérifier bien entendu la déclaration de médecin traitant et aussi transmettre un RIB très important pour qu'on puisse le rembourser à lui directement. Bien sûr. Alors là, on aborde le côté régime général et il y a aussi la mutuelle. Merci beaucoup Christophe et j'aime la pertinence de vos questions. Merci beaucoup. Donc effectivement, sur le volet mutuel, si les parents, si l'enfant bénéficie encore de la mutuelle de ses parents, il faudra tout simplement envoyer une attestation de droit, la nouvelle attestation de droit de l'enfant, enfin, du jeune majeur, à la mutuelle pour que la mutuelle puisse faire le lien avec l'assurance maladie. Et ça me paraissait important de faire un petit focus aussi sur les personnes qui ont des revenus un peu plus faibles, du coup, avec la possibilité de bénéficier de la complémentaire santé solidaire. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement une mutuelle gratuite ou très légèrement payante, moins qu'une mutuelle privée, et qui permettra l'avance à 100% et la prise en charge à 100% des frais de santé. Je vous ai détaillé sur le support que vous voyez apparaître les conditions pour les moins de 25 ans, du coup, pour bénéficier de la C2S seul. S'ils vivent chez leurs parents, il faudra faire la demande avec les ressources des parents et avec leurs ressources à eux. Et également, s'ils sont seuls, du coup, 3 conditions cumulatives: ne pas vivre chez les parents, ne pas percevoir d'aide financière et s'engager à être indépendant fiscalement. D'accord. Mais on ne sait jamais. Si j'ai besoin de rencontrer la CEPAM, par exemple pour rencontrer Patrice. Eh bien, ça sera un grand plaisir. Stéphane, pardon. Ça sera un grand plaisir que je vous recevrai. Peut-être pas moi directement, mais ça sera un grand plaisir que vous pourrez contacter l'assurance maladie. Alors, le plus simple déjà en première intention, ça sera le compte Amélie. Effectivement, si on est après autonome avec le numérique, ça sera le plus simple. Après, il y a le 3646, nos lignes téléphoniques. Et ensuite, bien sûr, les rendez-vous dans les accueils CEPAM, on fonctionnera uniquement sur rendez-vous. Et ça me paraissait très important aussi, en cette future rentrée étudiante, d'évoquer quelques actions à destination des étudiants qui se feront directement sur les campus. On sera le 11 septembre au Capitole, à Toulouse, à la fac de Jean Jaurès le 14 octobre. Paul Sabatier, on y sera, la date n'est pas encore confirmée, et on sera, tout comme l'ADIL et la CAF, au Welcome Desk, sur rendez-vous du 4 septembre au 19 décembre. Comme quoi, vous bouclez la boucle. Donc, CAF, CEPAM et ADIL ensemble pour vous présenter ce webinaire qui se termine maintenant. Merci d'avoir participé à ce moment. Le chat reste ouvert quelques minutes pour répondre à vos questions. Le replay sera disponible sur la page du webinaire très prochainement. Je vous souhaite et nous vous souhaitons une bonne soirée et un bel été. Au revoir à tous. Au revoir.